Perspective, le podcast de l'UJIC CGT, Clément Olivier. La parole a un prix, celui de la peur, de la paranoïa, de l'isolement. Je me voyais une myriade d'ennemis. Le poids du silence était majeur. Cette phrase est d'Irène Frachon, lanceuse d'alerte emblématique qui s'est battue pendant des années pour faire reconnaître la dangerosité du Mediator. Ce médicament, vous vous en souvenez, coupe-faim qui a causé la mort d'au moins 1500 personnes. La parole a un prix, donc, dit Irène Frachon en 2019 dans une interview aux médias La Lettre du Cadre, mettant le doigt sur le premier risque qui pèse sur les lanceurs d'alerte, celui de l'isolement. Un risque et bien d'autres contre lesquels existe depuis plusieurs années maintenant la Maison des lanceurs d'alerte qui accompagne ces lanceurs et lanceuses d'alerte et fait actuellement un important travail de renforcement des liens avec les syndicats, alors quelle émulation entre ces acteurs qui ont chacun leur propre approche et plus généralement comment articuler entre ces différents contre-pouvoirs dans une époque troublée. Vous écoutez Perspective en marge de la Fête de l'Humain pour une série d'émissions de rentrée. Soyez les bienvenus. Alors vous savez qu'il y a la bonne et la mauvaise délocalisation. Là c'est la bonne, on a posé notre petit plateau délocalisé juste derrière le forum social de la Fête de l'Humain, autour duquel je suis très heureux de recevoir Élodie Nas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale de la Maison des lanceurs d'alerte, la MLA, et Olivier Bébin, bonjour. Bonjour. Membre de l'UJIC CGT, vous siégez au conseil d'administration de la Maison des lanceurs d'alerte, puisqu'elle a été cofondée par des organisations syndicales et des associations. On y reviendra. Merci beaucoup à vous deux de prendre ce temps avec nous. Élodie Nas, peut-être que vous pouvez commencer par nous rappeler la raison d'être de la Maison des lanceurs d'alerte, son fonctionnement, les actions qu'elle mène. On a l'impression que ce sujet il est au cœur des enjeux de l'époque. Alors c'est très simple, la Maison des lanceurs d'alerte, elle a été créée justement pour accompagner les lanceurs et les lanceuses d'alerte. Elle a été créée en fin 2018, justement à l'initiative d'un certain nombre d'associations et de syndicats qui, les uns les autres, étaient contactés selon leur sujet, selon leur domaine d'activité par des lanceurs et des lanceuses d'alerte. Et ces organisations ont ressenti le besoin de créer un espace commun sur l'accompagnement au niveau individuel des lanceurs et des lanceuses d'alerte, mais aussi une organisation qui va collectivement pouvoir défendre les droits des lanceurs et des lanceuses d'alerte. Donc ce qu'on fait au niveau individuel, on propose un accompagnement qui est juridique, un accompagnement également psychologique et parfois économique parce que lancer une alerte aujourd'hui a un coût, effectivement, a un prix, comme vous le rappelez en début en introduction. Et on se doit, pour les services finalement que rendent ces lanceurs et ces lanceuses d'alerte pour l'intérêt général, on se doit de les protéger. On se doit de les accompagner, on se doit de leur apporter un soutien psychologique, un soutien économique. Et nous réalisons aussi un soutien médiatique en mettant en contact des journalistes et des lanceurs d'alerte pour que leur vérité éclate au grand jour. Le terme de maison n'a pas été choisi au hasard, c'est le fait de trouver refuge ? Oui, alors l'idée de maison, elle vient aussi permettre de rassembler toutes les personnes qui ont à cœur la protection des lanceurs et des lanceuses d'alerte. Donc on retrouve aussi bien des organisations. Oui, l'idée de maison commune. Oui, voilà, ouais. C'est ça, des organisations que des lanceurs et des lanceuses d'alerte eux-mêmes et elles-mêmes impliquées. Et puis finalement, toute personne qui, de près ou de loin, en tant que sympathisant, sympathisante ou concernée, des avocats, des avocates, des journalistes. Enfin, c'est vrai qu'il y a cette idée de maison commune, effectivement, on va toutes et tous lutter pour défendre les droits des lanceurs et des lanceuses d'alerte et le fond de leur alerte. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que nous avons un poste particulier qui est un poste d'observation de toutes les défaillances qui peuvent se passer dans la société, puisqu'on a les signalements qu'on reçoit concernent un champ d'activité mais très très large, concernent des faits aussi qui vont de la corruption à des scandales ou des risques sanitaires ou environnementaux, des maltraitances institutionnelles, c'est un sujet qu'on a de plus en plus. Donc en fait on voit tout ce qui ne va pas dans la société et pire que ça, on voit quelle est la réponse qui est donnée à ces défaillances et souvent cette réponse elle est plutôt très défavorable et elle est plutôt de s'en prendre au messager plutôt qu'au message en lui-même.
Comment on vous contacte si on veut lancer l'alerte? On a une plateforme en ligne, une plateforme qui est confidentielle et sécurisée, dans laquelle tous les signalements qu'on reçoit doivent passer. Sur cette plateforme, on peut déposer un certain nombre de documents qui permettent par la suite à notre équipe juridique de prendre connaissance des faits qui sont reprochés et de pouvoir accompagner la personne dans une plainte, potentiellement dans un entretien préalable de licenciement, dans une audience au prud'homme, si c'est dans le cadre du travail par exemple. Olivier Bébin, les syndicats, ça a été dit, sont présents depuis le début à la Maison des lanceurs d'alerte. À l'époque, en 2018, c'était Sophie Binet qui était à la tête de l'UGICT. Un mot sur votre approche syndicale de cette maison. Oui, merci. Vous avez tout à fait raison. Déjà, dire l'UGICT, c'est l'Union Générale des Ingénieurs Cadres Techniciens de la CGT. Comme vous l'avez rappelé, en 2018, l'UGICT s'est investi dans la création de la Maison des lanceurs d'alerte. Sophie Binet, actuelle secrétaire générale, a été vraiment présente à ce moment-là. Alors la question qui se pose notamment pour l'UGICT, elle est évidemment la question syndicale, on y reviendra je crois un peu plus tard, mais elle est aussi la question de se dire, voilà, nous on représente les cadres ingénieurs techniciens, et dans l'exercice de leur métier, il faut qu'ils aient le moyen de dire à un moment non. Ça, par exemple, on ne peut pas l'accepter, on ne veut pas le faire. La question de l'éthique professionnelle est au cœur de nos travaux, de nos revendications, le pouvoir de refuser, le pouvoir d'alternative. Tout ça pour dire, c'est est-ce que je dois renoncer à mon éthique? Est-ce que je dois mettre de côté cette éthique professionnelle parce que je suis dans une entreprise ou dans une administration aussi, parce que salarié et agent. Et à partir de là, bien sûr, la question qui se pose, c'est si quelque chose se passe, Élodie en a parlé, qu'est-ce qui ne va pas au cœur de la société? Les salariés agents sont au cœur de la société, des entreprises, des administrations. Et la question qui s'est posée, c'est à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on protège aussi ceux qui veulent dire que quelque chose ne va pas dans les entreprises et l'administration? Voilà un peu ce qui a amené l'UGICT à s'impliquer dans cette création de la Maison des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, ils ne sont pas forcément un G4 technicien, mais est-ce que les G4 techniciens ont un rôle particulier? C'est ce que j'allais dire. Évidemment, là, je suis présent pour l'UGICT, mais en effet, au sein des organisations syndicales, comme l'a dit Élodie, il y a d'autres organisations syndicales au sein de la CGT, que vous soyez dans quelques fédérations, CGT que ce soit, vous soyez salarié, agent, cadre, technicien, vous pouvez être amené à un moment dans votre profession à vous dire que quelque chose ne colle pas. Ça peut être la question environnementale. Moi, je viens d'un secteur, la banque assurance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu c'était en Suisse, il y a eu une affaire bien connue, qui est la SwissLeaks, sur de l'évasion fiscale. Donc, à un moment, des salariés, et c'est vrai, ça peut être des cadres et ingénieurs qui, de par leurs responsabilités, parce que la question elle est là aussi, sont amenés à avoir des pratiques qui ne vont pas avec leur éthique professionnelle. Est-ce que, Élodie Nas, vous êtes très sollicité, de plus en plus sollicité? Comment ça se passe? On est effectivement de plus en plus sollicité, on reçoit de plus en plus de signalements. L'année dernière, par exemple, on a reçu 279 signalements. Nous avons accompagné 114 nouvelles personnes. Et cette année, nous sommes, là, l'année n'est pas finie, nous sommes déjà à plus de 380, il me semble, signalements. On s'attend potentiellement à recevoir 500 signalements d'ici la fin de l'année. Évidemment, des signalements qu'on reçoit, clairement, ce ne sont pas tous des alertes sérieuses. Et puis, parfois, le sujet est sérieux, mais nous ne sommes pas en capacité de pouvoir accompagner les personnes parce qu'elles ne répondent pas justement aux critères des lanceurs d'alerte. Mais ça ne veut pas dire que le sujet n'est pas sérieux. Donc là, on peut les réorienter vers d'autres organisations, des autorités administratives, par exemple, qui vont prendre au sérieux leur sujet. Oui, c'était une autre question que je voulais vous poser. Comment vous faites ce filtrage? Sur quels critères? Alors nous, on se base sur les critères de la loi de protection des lanceurs d'alerte de 2022, sachant qu'elle a modifié une autre loi bien connue, qui est la loi Sapin 2. Et cette loi de 2022, c'est la loi Waserman. Oui. C'est ça, la loi Waserman. Et donc, à partir de cette loi, on va regarder si la personne, l'alerte qu'elle émet correspond à ces critères-là et si elle peut rentrer, si elle peut prétendre au statut de lanceur d'alerte.
Et dans le cas où effectivement elle remplit les critères de ce statut, elle pourra bénéficier de la protection qui va avec la reconnaissance de ce statut. Oui, c'est pas des jugements de valeur de votre part. Vous regardez si c'est défendable en tant qu'alerte. Non, alors une particularité quand même de la Maison des lanceurs d'alerte, c'est que nous, on accompagne particulièrement, essentiellement, les alertes qui concernent l'intérêt général. Parce que voilà, on a été créé par tout un tas d'organisations pour qui, je pense, la question de l'intérêt général est vraiment importante. Et puis, on ne peut pas accompagner non plus tout le monde. Ce qui fait une distinction avec, par exemple, s'il y a un cas de harcèlement moral, sexuel, peu importe, dans une entreprise, c'est pas dans votre champ, en fait. C'est pas dans notre champ, mais par contre, si c'est un cas de harcèlement, en fait, si on parle d'harcèlement systémique, ça clairement, ça va rentrer dans notre champ. Mais si c'est pas le cas, si on parle d'un cas de harcèlement ou de violence sexiste et sexuelle, par exemple, et on va les rediriger vers des organisations qui seront plus à même de les accompagner sur ce volet-là. Olivier Bévin. C'est important ce qu'a dit Élodie sur le caractère systémique. Parce qu'en effet, quand on parle d'alerte, là on parle de lanceurs et lanceuses d'alerte. Il y a aussi la question pour nous, organisations syndicales, élus, représentants dans les entreprises, du droit d'alerte, tout ce qui est danger grave et imminent. Donc ça aussi, on le traite évidemment syndicalement dans le cadre de nos mandats, des instances représentatives du personnel. Mais à un moment, il peut en effet y avoir un événement ou des événements, comme l'a dit Élodie, une situation systémique qui fait que là, en tant que syndicaliste, organisation syndicale, il va falloir qu'on ait une autre approche du sujet. Et là, l'approche, elle sera évidemment en prenant la question du lanceur, de la lanceuse d'alerte. C'est quelque chose que je voulais un peu préciser. Et nous, à ce moment-là aussi, dans le cadre d'une personne, d'un salarié, d'un agent, d'une agent salarié qui se retrouve dans ce cadre de lanceuse ou lanceur d'alerte, on a toute notre place aussi pour l'accompagnement. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est surtout que les personnes ne se retrouvent pas isolées. Voilà, on a une première approche aussi autour de cette question, de se dire... Voilà, la prise de risque est là, j'ai vu quelque chose, j'ai lu quelque chose, il faut que j'en parle, il faut peut-être aller même dire le dénoncer. Et il ne faut pas que je me retrouve seul. Et dans une entreprise, une administration, il y a des organisations syndicales. Et là, on a notre rôle à jouer d'accompagnement. Vous parliez de la loi Wasserman. Cette loi a justement permis de donner un statut, ce qu'on appelle les facilitateurs. Alors ça peut être un collègue, une collègue, mais en effet ça peut être une organisation syndicale qui va de fait pouvoir accompagner le lanceur ou la lanceuse d'alerte et aussi avoir une protection dans ce cadre-là. Et sur le rôle des syndicats, j'irai même plus loin parce que souvent le syndicaliste, ça va être le premier interlocuteur vers lequel va se tourner le lanceur ou la lanceuse d'alerte. Dans le cadre du travail, clairement, vers qui on se tourne quand on a un sujet, ça va être qui concerne souvent la hiérarchie, ça va être on se tourne vers le syndicat. Et donc, en ce sens-là, les syndicats ont un rôle fondamental à jouer puisqu'ils sont le premier interlocuteur du lanceur et de la lanceuse d'alerte. Et ça vous arrive souvent d'avoir des entreprises où il n'y a pas d'organisation syndicale ? Effectivement, il y a des secteurs ou des situations dans lesquelles il n'y a pas de syndicat. La personne va se tourner vers d'autres, des collègues, des journalistes, la maison des lanceurs d'alerte ou des associations. Et c'est une des problématiques, effectivement, comme le disait Olivier, c'est l'isolement. Ce qu'on constate, nous, la majorité des personnes qui nous contactent, elles nous contactent assez tardivement. On aimerait pouvoir être là plus en amont pour pouvoir les accompagner dès le premier risque de représailles. Et pas quand la personne est à une semaine de se faire licencier ou est déjà licenciée et vraiment est en très mauvaise posture. Mais Et ça veut dire que c'est important justement via les syndicats d'être dans les boîtes. C'est pour ça que vous dites ça. Clairement. Et de pouvoir... Parce que vous ne pouvez pas être partout. Oui, c'est ça. Et d'avoir les outils. Alors, on ne demande pas... je pense que les syndicats ont énormément de missions aujourd'hui et vu le contexte politique et social dans lequel nous nous trouvons, beaucoup de choses reposent désormais sur tous les acteurs qui font un peu... vivre la démocratie, mais qui le font avec les moyens qu'ils ont et un peu
pallier aussi aux défaillances de la puissance publique, donc les syndicats, les journalistes sur la question de l'information, les associations évidemment. C'est pour ça que je parlais des contre-pouvoirs en général dans mon chapeau. C'est peut-être la question du temps. Tout à fait. Et donc c'est vrai qu'il n'est pas forcément évident de rajouter des missions supplémentaires aux acteurs syndicaux. Ça, Olivier pourra en parler mieux que moi. Mais par contre, les acteurs syndicaux, aussi en étant, en tout cas on a de nombreux syndicats qui sont membres et certains fondateurs de la Maison des lanceurs d'alerte ont cette capacité de mettre en lien effectivement des personnes qui ont des alertes à lancer, des signalements à faire avec nous pour qu'on puisse les accompagner. Olivier Bébin. Oui, mais je vais rebondir sur ce que vous avez pu dire, c'est la question du ou des contre-pouvoirs. Parce que là on est vraiment dans le cœur du réacteur, et en tant qu'organisation syndicaliste, en effet, le sujet il se pose. Alors le problème, et Elodie l'a dit, c'est que, et on l'a vu dernièrement avec les ordonnances Macron, avant la loi travail, 2017, les contre-pouvoirs, voilà, 2017, la réorganisation des instances représentatives du personnel. Puisque on est passé de CSE, il y a eu une grosse baisse des moyens pour les élus, pour les mandatés. Ça va de 30 à 50%. Il faut aussi pouvoir le dire aujourd'hui. Comment cette baisse a été organisée en fait, parce qu'on le voit bien. De ce fait, en effet, il y a beaucoup de sujets à prendre. Ce qui fait une surcharge pour les instances représentatives. Et en effet, on peut arriver à un burn-out syndical. Ça fait une surcharge, mais comme l'a dit aussi très justement Elodie, la question pour nous, c'est pas d'arriver au bout de la chaîne. Quand la procédure de licenciement, la pression, le harcèlement a été organisé par l'entreprise, l'administration, les directions ou autres, mais en effet d'essayer, et c'est vraiment le rôle qu'on veut jouer, et c'est pour ça que c'est important qu'on ait ces échanges de plus en plus autour des lanceurs d'alerte. Le rôle qu'on veut jouer, c'est pouvoir en fait être là dès le départ, et notamment avec l'aspect facilitateur. Bon, c'est quand même une avancée, tout n'est pas magnifique dans les directives et les avancées, la loi Wasserman, mais il n'empêche que ça, c'est quand même une avancée qui a pu être gagnée. Et nous, syndicats, on doit vraiment s'emparer du sujet. En fait, ça peut partir d'une petite chose. Quelqu'un toque à la porte, nous dit « Tiens, dans mon service… Je l'ai connu, moi je suis secteur banque assurance en plus de l'UGICT, c'était plutôt une question aussi de harcèlement systémique. Quelqu'un a cogné à la porte du syndicat CGT pour dire « Je pense qu'il se passe quelque chose ». Voilà. Et à partir de là, il faut que les organisations syndicales, quelles qu'elles soient dans l'entreprise, je représente l'UGICT, mais les contre-pouvoirs, c'est l'ensemble des organisations, puissent se dire comment je vais faire pour pouvoir répondre à cette main qui cogne à la porte, si je peux me permettre cette image. Et in fine, ça veut dire, le but de tout ça, c'est qu'on a une personne qui arrive, et il faut éviter qu'elle finisse en Cassandre, qu'elle finisse en auto-sacrifice pour faire surgir la vérité. Oui, parce que finalement, dans les alertes que portent ces lanceurs et lanceuses d'alerte, ce sont des enjeux fondamentaux pour la société, et donc aussi pour les syndicats. Et souvent, je pense qu'il y a un enjeu à pouvoir articuler ces alertes avec les revendications que portent les syndicats, que ce soit au niveau d'une entreprise ou d'une administration, mais aussi au niveau de la société en général. Et donc le fait d'entendre, d'écouter, de comprendre aussi que souvent, en tout cas nous les lanceurs et lanceuses d'alerte qu'on accompagne, ils ont un besoin de justice vraiment chevillé au corps, et ils défendent l'intérêt général. Finalement, leur cas, alors certes, souvent, ils vivent, ils ont vécu des représailles qui psychologiquement, économiquement, socialement sont difficiles, mais surtout, ils veulent de la justice pour les faits qu'ils dénoncent. Et donc, en fait, lanceurs d'alerte et syndicats vont vers la même direction. Donc je pense que c'est une aussi des missions qu'on se donne à la Maison des lanceurs d'alerte, c'est comment on arrive à faire travailler ensemble concrètement ces lanceurs et ces lanceuses d'alerte individus avec des syndicats qui représentent des collectifs, et en fait en tant que contre-pouvoir, que gardien de la démocratie, en tout cas ensemble je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire. Olivier Bébin. Nous, à la CGT, par exemple, on a quelque chose de très fort qui est la double besogne.
Donc c'est être au quotidien auprès des salariés et la transformation sociale. Historiquement, ça vient de la charte d'Amiens. Et j'ai envie de dire, comment faire pour transformer la société quand cette société, elle est attaquée dans ses fondements sur la question de l'intérêt général. Et là, je vais employer le terme qu'il faut, sur la question de l'attaque de la démocratie. Parce que les sujets, ils sont là aussi. Donc en effet, nous, ça, Élodie vient de le dire, ça a un écho très fort. Voilà. Et puis les lanceuses et lanceurs d'alerte, ça peut être aussi des syndicalistes qui dans l'exercice de leur profession, on parlait des ingés tech et cadres, dans leur profession sont aussi amenés à malheureusement peuvent avoir des affaires de ce type et on doit les traiter. Peut-être ce qu'on doit souligner aussi, parce que là on parle de la nécessité, mais de travailler ensemble, on part aussi du constat, et je pense qu'il faut le dire et qu'il n'y a pas de problème à le dire. Au contraire, c'est comme ça qu'on avance, parmi les lanceurs d'alerte qu'on accompagne, certains justement n'ont pas été accompagnés par des responsables syndicaux sur le terrain, voire ont parfois rencontré des obstacles. Et je pense que c'est à partir de ce type de constat qu'on peut se dire, en toute transparence, faut mettre les choses sur la table, mais que c'est à partir de ce type de constat qu'on peut se dire comment on fait pour avancer, qu'est-ce qu'on fait. Et donc nous, on a plutôt décidé au sein de la Maison des lanceurs d'alerte, en lien avec les organisations syndicales, de travailler sur la formation, notamment des acteurs syndicaux, sur le fait de... En fait, je reprends un peu de méta, mais je vous en prie. Ce qu'on se rend compte aussi, nous, toutes ces dernières années, c'est que en France, contrairement à d'autres pays, notamment dans le monde anglo-saxon, c'est que nous manquons de culture de l'alerte. Nous assimilons encore trop des lanceurs d'alerte qui se battent pour l'intérêt général à des délateurs. Des gens qui voudraient, qui œuvrent pour leur intérêt personnel. Mais c'est pas ça des lanceurs d'alerte en fait. Ce sont des personnes qui, justement, œuvrent pour l'intérêt général. Et je pense que le monde syndical, faisant partie de la société, il peut y avoir des espaces dans lesquels cette compréhension-là n'est pas encore totale. Et donc, il y a un besoin de travailler sur la culture de l'alerte. Et donc, plus on en parle, plus on a des organisations syndicales qui s'investissent, qui s'engagent au travers de la Maison des lanceurs d'alerte, au travers de la communication, au travers aussi de la formation à l'ensemble des acteurs syndicaux, et plus on est en capacité d'avancer ensemble, et plus ces contre-pouvoirs ensemble seront forts. Perspective, Clément Olivier. Olivier Bévin. Oui, sur la question de la formation. Alors, la formation, pour nous à la CGT, la formation syndicale, c'est un socle très très précieux. Et évidemment, quand on dit que l'UGICT CGT s'implique à aider à la création de la Maison des lanceurs d'alerte, c'est un but aussi qui est évidemment de pouvoir outiller. Alors moi je participe en tant qu'administrateur, je dois l'avouer aussi en tant qu'administrateur, j'ai été plongé aussi dans cette réflexion et dans l'action des lanceurs d'alerte. J'ai pris conscience aussi et c'est cette prise de conscience qui fait aussi qu'on a envie d'amener ce sujet dans notre organisation de manière plus large. Et pour nous, à la CGT, la question qui se pose, c'est évidemment l'amener aussi par l'angle de la formation pour que tout le monde soit, c'est ce qu'on dit, outillé, équipé pour agir, et notamment équipé pour agir quand il s'agit d'aller aux côtés des lanceuses et lanceurs d'alerte. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'un côté l'action collective et de l'autre des espèces de cavaliers blancs, héros individuels qui la jouent perso, Olivier Bévin? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en fait, à nous d'éviter ça. Je crois que c'est notre rôle. Notre rôle, il est quand même la base du syndicalisme, c'est le collectif. Évidemment, on est amené à défendre les intérêts collectifs et aussi individuels. Quelqu'un en procédure de licenciement, c'est un salarié, un agent, on va le défendre. Mais la question aussi, c'est la notion collective. Et cette expression, c'est vrai, cavalier blanc, il faut que nous, peut-être, qu'on fasse
admettre, j'emploie ce terme-là, ou comprendre en tout cas, que c'est mieux si on peut être là et aider, parce que on voit souvent c'est du temps long, les lanceuses et lanceurs d'alerte, c'est du temps long, et sur ce temps long, il y a quand même beaucoup d'embûches. Moi je l'ai découvert aussi, tout ce qui est procédure bâillon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, du harcèlement moral, des questions de procédure de licenciement, donc c'est mieux qu'on soit présent. Voilà. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais souvent le parcours de lanceur ou de lanceuse d'alerte, en fait, c'est pratiquement une décennie de parcours judiciaire, un enchaînement de procès en tout genre, des différents niveaux de cours, et c'est un très long parcours. Un exemple de lanceur, lanceuse d'alerte que vous avez accompagné? Mais c'est difficile de donner qu'un seul exemple de cas de lanceur d'alerte, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui illustrent différentes situations. Antoine Deltour a dénoncé c'est la fameuse affaire des LuxLeaks dont on a beaucoup entendu parler en France. Mais on a aussi... Évasion fiscale. Ouais. D'évasion fiscale, oui. On a aussi, je pense à la lanceuse d'alerte Marine Martin sur l'affaire de la dépakine, donc des questions de santé. Actuellement, donc, la lanceuse d'alerte Ouria Wimmer, qu'on accompagne notamment sur un cas d'affaire de corruption dans une organisation de garantie de salaire des entreprises en difficulté en liquidation judiciaire. On accompagne, et ça ce sont des affaires complexes, mais des lanceurs d'alerte au sein de la police, dont par exemple Amar Ben Mohamed, qui a dénoncé des cas de maltraitance et de racisme au sein de la police, et qui a vécu et vit toujours des représailles de la part de sa hiérarchie qui sont allées jusqu'au plus haut de sa hiérarchie, notamment jusqu'à à l'époque le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le préfet de l'Île-de-France Didier Lallemand. Donc voilà, on est sur des cas, des parcours qui sont très difficiles. Si on continue d'évoquer ce travail commun là, que vous faites avec les syndicats, et notamment vous parliez de besoins de formation, il se trouve que ça se fait dans la foulée de cette loi Waserman de 2022 qui renforce, en fait, vous l'avez dit, les protections de la précédente loi Sapin 2. Cette loi Waserman, elle transpose une directive européenne de 2019 et vous avez parlé, Olivier Bébin, des ordonnances Macron de 2017, mais alors là, ce député Waserman, c'est un député MoDem en l'occurrence, et elle élargit notamment la définition du lanceur d'alerte, de la lanceuse d'alerte, pour l'amener à toute personne physique qui signale ou divulgue sans contrepartie financière directe, ça c'est un élargissement, et de bonne foi des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit. Un mot, Élodie Nas, sur cette loi et donc le cadre dans lequel vous jouez actuellement dans ce travail commun avec les syndicats. Le décret d'application de cette loi est sorti en octobre 2022, donc finalement c'est encore, on est à bientôt 3 ans de son application, et c'est une loi quand même assez technique puisqu'elle a donné des nouvelles compétences à tout un tas d'autorités administratives indépendantes ou des services de l'État, voire des ordres professionnels, qui ont aussi mis du temps à pouvoir mettre en place leurs canaux de réception des signalements et traitement des alertes. Donc en fait, on va pouvoir seulement vraiment pouvoir analyser l'impact de cette loi, mais franchement, le seul mot que j'ai envie de dire en bilan, c'est en fait, c'est un enjeu de non-application de la loi. Aujourd'hui, on a une loi qui est considérée par nos voisins européens comme la meilleure transposition de la directive européenne. Bon, après, elle n'est pas parfaite non plus, mais elle a été clairement de grandes avancées dans la protection aussi finalement des opposants politiques dans l'Union européenne. C'est un peu l'idée globale. Et en fait, on voit que la loi n'est pas appliquée. Comment ? Dans la loi, par exemple, on a l'inscription de l'attribution d'une aide psychologique et financière aux lanceurs et lanceuses d'alerte par les autorités externes auxquelles ils peuvent déposer leur signalement, auxquelles ils sont obligés d'adresser leur signalement. Et en fait, donc c'est très bien parce que la loi a permis de reconnaître la nécessité de soutenir psychologiquement et économiquement ces personnes. Donc le législateur a reconnu
le parcours difficile de ces personnes. Et ça, déjà, c'était une avancée. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, avec la loi, rien n'a changé. Elles ne sont pas aidées psychologiquement, elles ne sont pas aidées financièrement, alors que certaines perdent tout, doivent payer une décennie de frais judiciaires et d'avocats, c'est énorme. Plus, effectivement, elles peuvent être attaquées en diffamation ou tout un tas de procédures judiciaires abusives de la part de la personne. Procédure Bayon. Procédure Bayon, exactement, de la part de leur ancien employeur ou de l'entreprise de l'administration contre qui elle se bat. Donc, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que nous, on constate beaucoup de frilosité de la part des magistrats à accéder, à reconnaître le statut de lanceur d'alerte. Donc aujourd'hui, on est un peu bloqué parce qu'on a cette loi, mais finalement, on a peu de lanceurs d'alerte qui sont reconnus comme tels et ils ne sont pas facilités. Leur chemin n'est pas facilité. Ils sont empêchés. On ne les aide pas. Et ce sont, entre parenthèses, des petites associations avec des petits moyens comme la nôtre qui se retrouvent à pallier aux défaillances de la puissance publique, comme dans bien d'autres cas. Mais voilà, quand même, notre société aujourd'hui repose beaucoup sur le secteur associatif. Et enfin, la dernière chose, c'est que se pose une vraie question sur le fond de l'alerte. Parce que ce serait déjà, ce qui n'est pas le cas, très bien de protéger les personnes qui se retrouvent attaquées parce qu'elles ont lancé l'alerte. Mais il n'y a pas que la personne, il y a le fond de l'alerte en tant que tel. Quand une personne va se faire licencier parce qu'elle dénonce des pollutions ou de la mise en sécurité des agents d'une entreprise, ça a été le cas dans le cas d'un lanceur d'alerte qu'on a accompagné de l'entreprise Veolia qui dénonçait des pollutions sur un bassin dans une station d'épuration et traitement des eaux usées. Mais en fait, lui, il a peut-être été reconnu lanceur d'alerte, mais si rien n'est fait, en fait, si l'entreprise n'est pas condamnée, si l'entreprise n'est pas empêchée de continuer, on a un problème. En tant que société, on a un problème. Olivier Bébin, je l'ai dit, cette loi Waserman de 2022, elle modifie, elle élargit la définition du lanceur d'alerte, notamment aussi sur le fait de dire que c'est sans contrepartie financière et plus comme avant de manière désintéressée, ce qui peut être un peu ambigu. Elle enlève le fait, cette loi, de devoir avoir personnellement connaissance des faits. Le fait également que le lanceur d'alerte n'est plus obligé de faire un signalement interne avant de faire un signalement externe. Et puis c'est là que j'en viens, elle étend la protection aux personnes morales comme vous, syndicats et associations, qui pouvaient être ce qui est appelé des facilitateurs. Qu'est-ce que c'est que ça, Olivier Bébin ? C'est ça, exactement. Ça veut dire qu'on peut accompagner la lanceuse ou le lanceur d'alerte en ayant aussi un statut, une protection en tant qu'organisation syndicale. Alors c'est plus large, hein, vous l'avez dit, mais en effet, alors c'est en effet une avancée. Je pense qu'avant on l'aurait fait aussi d'accompagner, mais là c'est quelque chose qui est inscrit. Alors c'est inscrit dans le marbre, mais ça a été dit par Olivier. Le problème c'est qu'il y a une marge entre la théorie et la pratique. Et c'est ça qu'on rencontre souvent. En tant que syndicaliste, on le sait bien, parce que l'application des textes, le code du travail par exemple, c'est souvent sur des sujets comme ça qu'on est amené à monter au créneau, puisque c'est ou détourné, ou interprété, ou pas appliqué. Donc la question elle est fondamentale. Et vous avez parlé aussi de la procédure interne. C'est vrai que pour aller sur une procédure externe, on n'est plus obligé. Mais il y a eu la question de la procédure interne, et ça aussi c'est un sujet. Parce que je ne suis pas sûr que dans toutes les entreprises qui devraient mettre en place une procédure interne, elle existe réellement. Ça, c'est un enjeu aussi pour nous, organisation syndicale, de faire respecter ce qui peut être dans une loi, dans des textes. Et ça, c'est... alors, il y a la transformation sociale, en effet, mais ça, c'est presque monter au créneau dans les CSE, dans les différentes instances pour dire, attendez, non, une entreprise avec tant de salariés, c'est 50. Il doit y avoir une procédure. Est-ce que cette procédure existe ? Parce que toutes les entreprises ne le font pas. Alors, si elles ne le font pas, on va sur les procédures de petites entreprises, où on peut rendre public aussi, évidemment, la maison des lanceurs d'alerte et d'autres sujets. Mais la question pour nous, elle est fondamentale aussi de ce qui se passe dans les entreprises. Porter ces sujets-là dans les instances représentatives du Père Noël. Bien sûr, puisque ça doit être présenté vu avec le CSE. Donc c'est vraiment un sujet aussi. En fait, voilà, la loi quand même a amené comme le rôle de facilitateur, a amené des avancées. On va pas je pense qu'elle l'a dit aussi, mais il n'empêche qu'après il faut s'emparer
ces avancées, parce que sinon c'est un peu timide. On connaît ça, et encore timide, c'est un euphémisme, voire pas du tout. Donc là aussi, notre rôle est fondamental, tout à fait, pour monter au créneau quand c'est nécessaire et quand les choses ne sont pas faites. C'est-à-dire, Élodie Nas, que donc, ce statut de facilitateur, c'est une protection pour des gens qui aident les lanceurs d'alerte. Oui, c'est ça, c'est que en fait, le statut permet d'accéder à un certain un faisceau de protection possible. Notamment le cas de l'annulation des représailles qui ont été prises dans le cadre en réponse à l'alerte. Donc par exemple, si on a été licencié, si des choses ont été inscrites, tout ça peut être annulé par le juge avec la reconnaissance du statut de lanceur d'alerte. Et également un autre fait important, c'est l'irresponsabilité civile. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Le fait qu'on ne peut pas entraîner la responsabilité pénale dans les faits qui sont concernés, du lanceur d'alerte ou du facilitateur. Sinon, ce serait un peu... Oui, c'est pas l'irresponsabilité au sens commun. Ça ne veut pas dire que le lanceur d'alerte est irresponsable. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui tenir rigueur de ce pourquoi il lance l'alerte. C'est comme l'irresponsabilité présidentielle dans la Constitution, c'est ce même terme. Oui, sur la responsabilité pénale, en effet, c'est important d'avoir cette protection aussi. Parce qu'on a beau être une organisation syndicale, la discrimination syndicale est quand même aussi, là on parle d'attaque des contre-pouvoirs, est quand même forte aussi en France. On parle de démocratie, mais on en sait quelque chose. Moi j'ai en tête dernièrement là, des camarades de l'URSSAF qui ont dénoncé un fichier et qui se retrouvent avec de sérieux problèmes. C'est cette affaire en région PACA de fichage des salariés. De fichage des salariés, tout à fait, merci, exactement. Et en effet, et là, pour boucler un peu avec le rôle des syndicats, toutes les organisations, que ce soit la fédération des organismes sociaux dont dépendent ses camarades compte tenu de leur profession, l'union départementale, parce que tout à l'heure j'ai juste dit fédération, mais c'est évidemment plus large, j'avais le champ professionnel en tête, l'union départementale, la confédération, là tout le monde s'est mis vraiment, c'est pas un cas unique d'ailleurs, mais c'est pour un peu illustrer le propos, pour pouvoir, tout s'est mis en œuvre pour pouvoir en effet soutenir ses camarades. Et avec ce soutien, malgré tout, Benjamin et Morad se sont quand même, ils sont sortis de l'isolement. Ils se sont dit, moi dans mon organisation, la question du lancement d'une alerte. Alors après, est-ce que le statut est reconnu ? C'est autre chose, mais on peut partir de ce postulat-là, et notamment en effet de ce fichage des agents, qui est quand même un problème très sérieux à prendre en compte. Élodie Nas, ce travail commun avec les syndicats, il se fait dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Safe for Whistleblowers, Safe S-A-F-E et Whistleblowers, lanceurs d'alerte en anglais, ce sont ceux qui soufflent dans le sifflet. Décrivez-nous ce travail et quels besoins de formation vous avez constatés auprès des syndicats. Alors, on a effectivement notre travail actuel, il s'inscrit dans ce projet-là. Il avait déjà commencé avant, d'ailleurs. Dès le début, je pense, de la création de la maison des lanceurs d'alerte. Et ce programme financé par l'Union européenne, par la Commission européenne, il a pour objectif l'évaluation et la bonne application, la contribution à la bonne application de la directive européenne de protection des lanceurs d'alerte. Ce n'est pas le seul, mais on a un volet effectivement de travail avec les syndicats et notamment pour les accompagner dans l'échange de bonnes pratiques et dans la mise en place d'un meilleur accompagnement. Et donc on a organisé un premier webinaire qui était accessible à l'ensemble du public, j'ai envie de dire, mais surtout dédié aux acteurs syndicaux en février. On prévoit un autre temps d'échange de bonnes pratiques entre syndicats et peut-être un événement plus public, un plus grand événement aussi plus tard. Et dans le cadre de ces travaux qui se font en intersyndical, et je pense que c'est important de le répéter parce que évidemment les syndicats se parlent, ils peuvent avoir des désaccords, mais ils se parlent dans différents contextes. Au sein de la maison des lanceurs d'alerte, vraiment, je tiens à souligner à quel point l'engagement de toutes les familles syndicales est vraiment très productif, et je trouve que d'avoir un espace dans lequel tous les syndicats sont là et peuvent travailler à la fois
conjointement, mais en même temps, chacun à leur niveau dans leur propre syndicat pour faire avancer la cause de la protection des lanceurs d'alerte. C'est à la fois fondamental dans ce qu'on fait, mais c'est aussi, je sais pas, moi je trouve ça hyper réjouissant de voir cette façon de faire. Et donc on travaille à proposer des outils maison des lanceurs d'alerte, mais qui sont adaptés aussi aux besoins des syndicats pour que chaque syndicat puisse les diffuser dans leur propre structure. Quels sont ces besoins justement que vous avez oui, je ne l'ai pas dit, mais justement, un peu déficit la base de formation là-dessus. La base de notre... Pour lancer le travail, on a décidé de réaliser un petit questionnaire anonyme qui a été diffusé à... plus de 300, qui a été diffusé largement, mais on a eu plus de 300 répondants dans, je crois qu'il y a eu 6 syndicats différents qui ont participé à la diffusion et pour lesquels on a eu des retours. Et en fait, on a fait un peu ce constat, cette analyse de ces réponses, c'est que globalement, tout le monde a entendu parler des lanceurs d'alerte et un peu de la loi, et le côté diffusion, culture générale, fait quelque chose, mais aussi je pense que le travail de... Et puis c'est une cause qui emporte l'adhésion. Oui, donc, tout à fait, mais aussi le travail de communication des syndicats a fonctionné. Et alors quel est le mais, Mais effectivement, il y a un mais. Aussi parce que la loi est complexe, hein. Franchement, faut s'accrocher quand même pour comprendre comment ça fonctionne, exactement comment les critères sont appliqués, exactement, etc. Et donc, les répondants nous disaient que ils n'y voyaient pas très clair dans les procédures, les délais, leur rôle également. Et donc, c'est là-dessus qu'on veut construire davantage d'outils, plus d'informations. Olivier Bévin. Oui, d'ailleurs, la loi est complexe. Moi, je lis et je relis régulièrement les textes et puis aussi les guides, notamment sur les lanceurs d'alerte. L'UGICT, quand on parle de formation, l'UGICT CGT avait déjà fait un guide pour en 2019, on part 2019 exactement du sujet. Et après, ça a été plus loin, la maison des lanceurs d'alerte. On peut parler aussi défenseurs des droits. Donc, il y avait la nécessité, c'est le travail qu'on a mené et en effet, il faut le dire, avec d'autres organisations syndicales, de manière collective, quasiment intersyndicale, mais pour travailler, pour se dire, il y a 2 enjeux, la formation, et là ce qu'on fait, un peu autour de ces micros, la communication. Et c'est ce qu'on met en œuvre. Elodie a donné les dates pour la maison des lanceurs d'alerte, groupe de travail qui vont arriver assez vite. Et l'UGICT, on est très content de participer à tous ces travaux autour de l'information, de la communication et de la formation. Un tout petit mot peut-être pour la fin. Elodina, sur le fait qu'au printemps, la maison de lanceurs d'alerte a publié également un guide qui s'appelle Médiatiser l'alerte sur la relation entre le lanceur d'alerte et le journaliste, question de cadre juridique et également de relations de confiance entre les deux. Et oui, parce que les journalistes sont aussi des interlocuteurs clés pour les lanceurs et les lanceuses d'alerte. Et on s'est rendu compte aussi en travaillant avec les journalistes que, en fait, mais je parlais de la culture de l'alerte tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez général, c'est que les journalistes ont aussi, globalement, connaissent pas très bien la loi de protection des lanceurs d'alerte, qui est un régime juridique très différent de celui de la protection des sources, et pourtant peut se rapprocher quand même en pratique. Mais il y a des subtilités qui fait que si la loi n'est pas connue, elle peut aussi impacter la capacité du lanceur ou de la lanceuse d'alerte à pouvoir bénéficier du statut. Et donc, en ce sens, le journaliste ou la journaliste a une responsabilité. Et on a fait ce guide aussi, qui a un guide pratique, qui a une entrée journaliste et une entrée lanceur d'alerte, pour leur donner aussi quelques conseils sur la façon d'aborder les journalistes, d'essayer de mieux comprendre quel est le métier de journaliste aujourd'hui, notamment dans l'investigation, et de les aider aussi, en tout cas, leur proposer des pistes pour essayer de choisir les journalistes avec lesquels ils souhaitent travailler. C'est un guide qui est téléchargeable gratuitement sur notre site internet, dans lequel vous pouvez aussi retrouver d'autres ressources, et où, je l'espère, très bientôt, on pourra retrouver une page dédiée aux syndicats avec des ressources. Je m'avance un peu, mais prochainement, elle y sera. Olivier Bévin. Oui, on parlait tout à l'heure du parcours difficile des lanceurs d'alerte.
lors du congrès confédéral de la CGT. J'ai été amené à rencontrer, c'était un choc. Philippe Pascal qui a écrit J'accuse l'URSSAF. Et quand 10 ans, des années après, 10 ans je crois après, il évoque encore sa situation avec des larmes dans les yeux, si vous voulez, c'est quelque chose qui interpelle. Et derrière, c'est vrai, moi c'est quelque chose qui a été vraiment un peu fondateur de le voir, de me dire il faut que nous, syndicats, on puisse être là. Voilà. Merci encore à vous deux, Élodie Nas de la Maison des lanceurs d'alerte, Olivier Bébin de l'UGICT et aussi de la MLA. Bonne fête de l'humain à vous deux, ça donne un peu des forces. Merci à Joanne Postol de l'organisation ici qui nous a permis de bénéficier de ces conditions d'enregistrement confortables, et merci à vous qui nous avez écoutés jusque-là. Abonnez-vous à ce podcast en accès libre sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous avez aimé cette émission, allez donc jeter une oreille à toutes les précédentes, notamment celle de la fête de l'UMA 2024 qui, figurez-vous, sont toujours d'actualité. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, ne cherchez pas à faire un don, vous ne pouvez pas. À la place, syndiquez-vous. Salut.